Frédéric Ruffly. Voilà, j'ai la joie de vous accueillir. Je suis Frédéric Ruffly en tant que président de d'XMP Entrepreneur. Joie de vous accueillir pour cette soirée organisée par notre club des créateurs de XMP Entrepreneur consacrée à la Deep Tech. Il me revient de vous signaler que la soirée de ce soir, comme toutes nos soirées XMP Entrepreneur, est enregistrée. Les vidéos de toutes nos soirées sont toutes accessibles sur la chaîne YouTube de XMP Entrepreneur, qui est facile à trouver, sur laquelle vous trouvez les vidéos des soirées de nos 3 dernières années. Je vous rappelle, à l'occasion de ce message d'introduction, ce que c'est que XMP Entrepreneur. Nous sommes une association d'abord au service des anciens de nos 3 écoles de tutelle, et les ponts, mais pas seulement, puisque finalement quiconque est intéressé par une démarche d'entrepreneuriat et désireux de rejoindre les rangs de notre association peut le faire. Je suis obligé de vous mettre en mute parce que j'entends des bruits de fond qui ne sont pas possibles. Voilà, désactiver tous les sons. C'est bizarre, pourquoi il ne veut pas le faire? Donc c'est bon. Si vous voulez nous poser des questions pendant la soirée, vous le ferez grâce à l'outil conversationnel que je scrute régulièrement. Et puis, si vous souhaitez vraiment prendre la parole au micro, vous le ferez aussi à condition que ce soit à bon escient. Donc, j'en reviens à quelques mots d'introduction sur XMP Entrepreneur, une association au service des anciens de nos 3 écoles et aussi au service de tous ceux qui frappent à la porte de XMP pourvu qu'ils nous viennent par une école membre de G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs, qui est l'association à laquelle nous-mêmes nous appartenons. XMP Entrepreneur structure ses activités autour de 3 démarches. La démarche de création à travers son club des créateurs, la démarche de reprise d'entreprise à travers son club des repreneurs et la démarche de l'accompagnement du chef d'entreprise qui en général vient de créer ou vient de reprendre et qui est donc à la tête de son entreprise, mais elle est encore bien jeune, bien fragile, ils se sont bien seuls et un accompagnement est apprécié. Et donc, nous avons nos 3 clubs, créateurs, repreneurs et accompagnateurs du chef d'entreprise, qui structurent la vie de notre association. Chacun de nos clubs organise 2 soirées de ce type chaque année. Donc, cette année, ce soir, nous sommes sur la 2e soirée de l'année organisée par le club des créateurs. Et dans chacun de nos clubs, nous offrons à nos membres des réunions collectives, ce qui leur permet d'avancer dans leurs projets, mais aussi de s'observer à travers la progression de leurs pairs. Nous offrons de l'accompagnement individuel, donc dans du one-to-one, le suivi individuel de chaque projet par un des animateurs de nos clubs. Nous offrons des formations. Nous offrons un accès à toute la palette des activités de toutes les autres grandes écoles membres de G2E. Et il est bien rare que chaque semaine, il n'y ait pas 1 ou 2 soirées consacrées à l'entrepreneuriat organisées par telle ou telle autre grande école membre de G2E. Donc, en nous rejoignant, vous entrez dans la galaxie de grandes écoles entrepreneurs. Voilà pour le principal de ce que nous faisons. Ce soir, donc, une soirée consacrée à la Deep Tech, où nous aurons l'occasion d'entendre parler de 3 et peut-être même 3 projets, c'est bien ça, plus un témoignage d'un intervenant de la BPI. Donc un sujet qui promet d'être passionnant, un sujet dans lequel on va parler de R&D et d'intensité d'investissement. Mais je n'en dis pas plus. Je passe immédiatement la parole à Didier Launay, qui au sein d'XMP Entrepreneur anime notre club des créateurs. Didier. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, aujourd'hui notre séance est consacrée à la Deep Tech industrielle. Alors pourquoi la Deep Tech industrielle? Parce que ça se différencie de la Deep Tech numérique qui est souvent considérée comme Deep Tech par tout le monde. Et on oublie que la Deep Tech industrielle, c'est-à-dire qui demande de créer des machines en général, avec aussi de la Deep Tech numérique derrière, comme on va le voir dans les 3 exemples que nous allons vous présenter. L'ensemble, et c'est donc une entreprise de deep tech industrielle est toujours plus compliquée à financer et à faire fonctionner parce que le risque est un peu plus élevé que pour de la deep tech numérique. Le retour sur investissement est des fois plus long. Et donc, il faut des entrepreneurs très motivés pour arriver à avancer dans ces sujets. Alors, on en a 3, mais en plus, nous avons le plaisir de pouvoir avoir avec nous le témoignage de Victor Perrin-Turenne, qui est chargé de mission innovation au sein de la BPI, et en particulier
pour le plateau de Saclay, donc, que l'on connaît bien, et qui va nous faire une petite introduction pour nous dire déjà comment la BPI considère la Deep Tech, parce qu'ils ont leur propre définition et c'est intéressant de la comprendre. Et puis ensuite, chacun de nous expliquera son projet et on aura la possibilité justement de pouvoir aussi échanger avec Victor sur les aspects de financement, parce que tous ces projets ont besoin encore d'être financés et on le verra bien. Victor, je vais peut-être commencer, peut-être faire un rappel quand même sur l'entité BPI France, qui est la Banque publique d'investissement, donc qui accompagne tout type d'entreprise, de la création à la très grande entreprise sur plein de thématiques. Pour préciser un peu, donc aujourd'hui on va parler de deux grands éléments qui sont quand même à la base différents, donc la Deep Tech et la partie industrielle. BPI France a eu un plan en 2019 qui s'appelle le plan Deep Tech. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'aider les technologies de rupture à sortir des laboratoires, à créer des projets, à créer de l'entrepreneuriat, que tout ça ne devait pas rester forcément dans le monde de la recherche, mais il devait avoir une passerelle entre le monde de la recherche et le monde plus privé. Donc BPI France, en fait, il y a beaucoup de définitions de la Deep Tech. Il y a des définitions, on va dire, plus pour les fonds d'investissement, pour les entités. BPI France a sa propre définition qu'on a résumée sous 3 grands critères. Tout d'abord, c'est sur le cœur de la technologie. La technologie doit venir d'un labo de recherche, qu'il soit privé ou public, mais c'est quand même une technologie qui doit venir d'un labo de recherche où les fondateurs doivent avoir des liens forts avec le monde académique. Donc, qu'est-ce qu'on entend? On entend des créateurs d'entreprises qui sont des chercheurs, des ingénieurs et on fait des recherches spécifiques ou récupérant une technologie venant d'un labo de recherche. On pense très rapidement à une licence exclusive d'un brevet possédé par un labo. Voilà, le brevet n'est pas possédé par entité, mais l'entité est la seule à posséder cette licence exclusive. Ça, c'est la première condition qu'on vient regarder. Deuxième condition, c'est que c'est bien beau que la technologie vienne d'un labo de recherche, il faut aussi qu'il y ait de forts verrous technologiques. C'est-à-dire vraiment des verrous qu'on n'arrive pas à lever, qui sont difficiles à lever, qui vont prendre du temps et de l'argent. Donc vraiment, c'est des verrous technologiques qui vont être très compliqués sur le long terme. Et le troisième aspect, là, c'est plus un aspect marché, c'est que ces entreprises de deep tech, elles doivent avoir un aspect fortement différenciateur par rapport à la concurrence. On pense vraiment, c'est pas la technologie l'innovation de service, l'innovation incrémentale, on est sur vraiment l'innovation de rupture. Donc une nouvelle technologie qui est complètement différente qui existe sur le marché actuel. Donc ça, c'est notre grande définition de la deep tech qui rassemble toutes les technologies. Le but de la discussion aujourd'hui, c'est de parler d'une typologie d'entreprises dites deep tech spécifiques, qui sont les deep tech industrielles, où là, c'est plus on n'est pas sur forcément du numérique, mais produire un produit, quelque chose sur l'industrialisation. C'est vraiment avoir son propre démonstrateur sur le territoire. Et voilà, l'objectif du plan qui vient de sortir en 2021, annoncé en partenariat avec le gouvernement, qui est le plan Startup industriel, c'est venir accompagner ces entreprises sous différentes aides. Donc déjà des aides par rapport à l'industrialisation en France, parce qu'on sait que c'est un aspect majeur pour notre indépendance étatique. Une deuxième chose, c'est donc tout d'abord financer les entreprises, que ça soit par des appels à projets ou des prêts bancaires. Deuxièmement, aider à concevoir des fonds d'investissement spécialisés dans ces thématiques, parce qu'on sait qu'il faut à la fois le dilutif et le non dilutif pour venir accompagner une structure. Et troisièmement, c'est venir sur ce qu'on appelle de l'activité de fonds de fonds. Donc BPI France a créé en fait un fonds d'investissement qui va lui-même investir dans différents fonds. Toutes ces choses, c'est pour aider à l'émergence de ces startups deep tech industrielles. Très bien, ben c'est très clair. Merci en tout cas d'avoir précisé justement comment vous considérez à la BPI France la deep tech, parce qu'on va voir par nos exemples, je pense, qu'on est bien dans ce cas-là. Alors, je vais passer la parole à Sophie Bourzec, qui est en distanciel, mais qui est quand même avec nous aujourd'hui. Elle est en train de développer une société sur un projet de deep tech tout à fait intéressante dans le domaine de la recherche médicale. Alors, les 3 projets qu'on va vous présenter sont tous dans le domaine de la santé, comme vous verrez. Il y a un domaine où il y a beaucoup de choses à faire, mais vous verrez que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc,
Sophie, est-ce que tu peux déjà te présenter puis présenter ton projet et on lancer notre débat? Très bien. Du coup, je partage mon écran. Voilà. Voilà. Alors, attendez, je remets ma version. Toc. Très bien. Alors, je vais donc vous présenter le projet, enfin la société ECART qui vient d'être créée là en janvier. Il s'agit d'un instrument biomédical, effectivement, mais c'est d'instrumentation pour trier des nano-objets biologiques. Alors, ce projet, il est un peu particulier puisqu'il est né en fait d'une enquête terrain autour d'un besoin non résolu qui est de trier les exosomes. Je vais vous expliquer après ce que c'est qu'un exosome. Et cette enquête a eu lieu dans le cadre de l'incubateur de la SAT de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, les SAT, c'est des sociétés d'accélération du transfert technologique. Et donc, en fait, c'est un projet où la question du marché et du besoin se pose quasiment pas, en fait. Mais c'est un projet sur lequel j'ai noué des collaborations, mais qui n'est pas né de 10 ans de recherche dans un labo. Voilà, c'est un projet un petit peu atypique. Alors, l'équipe des fondateurs qui se consacre 100% à l'entreprise. Donc, on est 2 polytechniciens dans l'équipe. Donc, moi, je suis X87. Moi, je suis physicienne. J'ai une thèse que j'ai eue au laboratoire Kastler-Bruxelles à l'ENS. Donc, j'ai fait de la physique quantique. Et après, donc, je suis plutôt une industrielle. Donc, j'ai été dans l'instrumentation et les composants pour les télécommunications par fibre optique. Donc, j'ai dirigé des équipes d'une centaine de personnes. J'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelait Photonetics, qui a été vendue en 2000 pour $1 milliard en cash, et dont la partie instrumentation plus liée à la navigation est devenue X-Blue et vient d'être à son tour revendue. Donc voilà, donc moi je suis l'industriel de la bande. Philippe Grindange, qui est X77, c'est quelqu'un qui est plus orienté R&D, c'est quelqu'un de très créatif, qui est l'inventeur de 23 brevets dans le domaine de l'instrumentation optique et électronique. Et on a été rejoint donc par Mathias Giraud, qui est un chercheur en microfluidique. C'est donc quelqu'un qui a fait une thèse au Japon avec du tri microfluidique et qui est à l'origine en fait de notre innovation. Donc, bon, je répondrai peut-être à des questions, je vais en rester là. Donc, du coup, d'ordinaire, quand je fais ma présentation, je ne commence pas par l'équipe, je commence par là. Là, j'ai suivi les directives de Didier, donc j'ai changé mon ordre, mais d'habitude, je dis, voilà, nous avons un besoin non résolu autour des exosomes. Et donc, qu'est-ce qu'un exosome? Alors, les exosomes, ce sont des petites vésicules de moins de 100 nanomètres sont libérées par les cellules, toutes les cellules, y compris les bactéries qui en libèrent, et ces vésicules servent à faire communiquer les cellules entre elles. C'est un sujet de recherche qui est en plein essor, pas que de recherche d'ailleurs, il y a beaucoup de startups qui se créent. Et selon certains auteurs, ces exosomes, ils sont en train de révolutionner la médecine, mais ça va être la plus grande avancée en médecine depuis la découverte des antibiotiques. Donc, moi, je les crois sur parole. Donc, quel est le problème dans ce champ, en fait? Eh bien, c'est que donc, ces exosomes, je vais vous expliquer à quoi ils pourraient servir. Donc, toutes nos cellules en libèrent, donc en particulier tous nos organes libèrent des exosomes dans nos fluides corporels, en particulier dans le sang. Et donc, il y a de l'information sur la vie de la cellule, sa santé, bonne ou mauvaise, qui se balade dans notre corps, sous forme encapsulée par ces petites vésicules. Et si on pouvait, à partir d'une simple prise de sang, en fait, récupérer les exosomes spécifiques d'un certain type de cellules, typiquement d'un cancer, on pourrait avoir l'information. Donc, le cas d'école, c'est le cancer du pancréas, où il a été démontré que sur la paroi de ces petites vésicules, il y a un biomarqueur spécifique qu'on peut marquer pour le rendre fluorescent. Et donc, si on avait accès à cette information, on pourrait proposer un meilleur traitement, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le cancer du pancréas, tout le monde est soigné pareil, alors qu'il y en a qui résistent à la chimiothérapie. Et cette information-là, elle est transportée en fait dans ces exosomes, mais aujourd'hui, on n'y a pas accès. On ne sait pas récupérer ces exosomes-là, de manière spécifique, parce qu'on n'a pas d'instrument pour trier les exosomes en fonction des cellules dont ils proviennent.
Donc, c'est ça que nous faisons. À partir d'un échantillon biologique, on est capable de détecter les exosomes en fonction des cellules dont ils proviennent de manière individuelle et de faire du tri et donc de proposer aux cliniciens des sous-populations d'exosomes triés. À partir de ces sous-populations, de leur côté, ils peuvent faire des analyses, par exemple protéomiques ou PCR, et donc avoir d'informations et proposer de meilleurs traitements. Donc, si je résume, nous, on développe un instrument à base de microfluidique et d'optique qui est capable de détecter individuellement des nano-objets en fonction de marqueurs porteurs d'informations. Donc, aujourd'hui, ces marqueurs, ce sont des marqueurs fluorescents, donc c'est de l'optique. Comme on les détecte individuellement, on les compte et on les trie individuellement à haute cadence. Alors, à haute cadence, ce n'est pas juste un désir abstrait de performance de chercheurs fous. Et puis, si vous voulez pouvoir faire une analyse, par exemple une analyse protéomique, typiquement aujourd'hui, pour faire ça, il faut de l'ordre de 500 nanogrammes de matière. Vous allez me dire que c'est vraiment pas beaucoup, mais les exosomes, ils sont vraiment très petits. Donc, il faut de l'ordre d'1 milliard d'exosomes pour avoir assez de matière pour faire une analyse protéomique. Et ça, si vous ne triez pas assez vite, eh ben, vous n'y arrivez pas, ou du moins, vous mettez des mois et votre patient, il est mort. Donc ça, c'est le prototype qu'on a développé aujourd'hui. Et on s'est dit, bon, bah, là, c'est super. Et les exosomes, c'est notre marché cible, c'est génial. Seulement, toutes ces solutions à base d'exosomes, elles sont encore, la plupart, au niveau de la recherche. Et donc, on a cherché, justement, s'il y avait un autre marché plus précoce, on va dire, qui pourrait être utile, qui pourrait utiliser, pardon, notre trieur. Et donc, on a trouvé une deuxième application et qui est liée aux vecteurs viraux. Donc, c'est aussi lié à la médecine. Les vecteurs viraux, ce sont des biomédicaments qui font pénétrer dans nos cellules des brins d'ADN ou d'ARN et qui servent dans plein de champs de la médecine, la thérapie génique, l'immunothérapie contre les cancers, de nouveau, hein, les fameuses CAR-T-cells dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des cellules de notre système immunitaire qu'on modifie grâce à des virus pour qu'elles viennent lutter dans notre propre corps contre nos cancers, etc., etc. Donc, ça, c'est un marché qui est aujourd'hui déjà à 1 milliard d'euros annuels, 1 milliard de dollars annuels, avec un taux de croissance énorme. Et ce marché, il est limité par des problèmes critiques de contrôle qualité, à la fois de la production et puis des procédés de la mise au point de leurs solutions. Et ceci, pour une raison simple, c'est qu'ils ont de très mauvais rendements. Donc, ces virus, ils sont encapsulés, par exemple, dans des coquilles de protéines qu'on appelle des capsides. Et quand ils produisent ces virus, les fabricants en bioproduction, ils ont énormément de capsides vides. Et ça, c'est très mauvais parce que ça présente un risque. C'est-à-dire qu'on donne aux patients 90% d'objets qui ne contiennent rien, mais qui sont quand même, il y a quand même des protéines, donc on ne sait pas trop ce que ça fait dans le corps humain. Du coup, on balance de la matière pour rien. Donc ça, les agences réglementaires, elles détestent. Il faut absolument contrôler ce ratio capside vide sur capside pleine. Et aujourd'hui, ils ne savent pas le faire. Et donc, c'est exactement comme les médecins qui traitent en aveugle le cancer du pancréas. En tout cas, c'est ce que m'ont dit les gens à qui j'ai parlé. Aujourd'hui, on fabrique en aveugle. C'est-à-dire pour savoir, ils font des mesures qui sont très longues, avec une répétabilité très mauvaise, selon à quel sous-traitant ils donnent ces mesures à faire. Ils ont des facteurs 5 parfois sur la mesure de ce fameux ratio capside vide, capside pleine. C'est hallucinant, parce qu'on est quand même dans ça s'appelle les grades GMP, Good Manufacturing Process. C'est incroyable. Et donc, nous, en fait, à condition de faire un marquage fluorescent, qui ne pose pas de problème théorique, on est capable de faire cette mesure, mesurer le taux de capside vide sur capside pleine, enfin, ou l'inverse plutôt, en quelques minutes. Donc, ça veut dire qu'au lieu de prendre 3 jours de mesure, ils pourraient avoir cette mesure en temps réel quand ils font des développements et en temps réel plusieurs fois par jour pour fabriquer. Ce qui veut dire qu'on va leur faire gagner énormément de temps. Et donc, on va pouvoir ainsi leur faire gagner de l'argent et donc ils vont pouvoir nous acheter notre instrument. Alors, notre innovation, elle repose sur quoi? Une innovation principalement microfluidique. Je vais être hyper pédagogique. Aujourd'hui, pour trier les cellules, on a des instruments qui s'appellent des cytomètres en flux, trieurs. Il y en a qui font que compter, il y en a qui trient. C'est des instruments qui se vendent jusqu'à 700 000 €. Et ils encapsulent les cellules dans des gouttes. Donc, vous voyez en haut à gauche, j'ai représenté des gouttes. Encapsule une cellule. C'est un gros objet pour nous, une cellule.
si vous regardez juste en dessous, si on voulait encapsuler nos exosomes ou nos virus, nos vecteurs viraux, dans des gouttes de cette taille, on n'en aurait pas qu'un par goutte. Parce que les nano-objets, ils ont deux particularités. Ils sont petits, mais tous les échantillons que nous fournissent les cliniciens ou les biologistes sont très concentrés. En gros, vous avez de 1 à 10 milliards de nano-objets par millilitre. Donc, si vous voulez les trier individuellement, il faut faire des petites gouttes. Donc, c'est ça que nous faisons. Nous avons réussi à faire une puce microfluidique, c'est-à-dire des canaux qui font des opérations sur des liquides à des petites dimensions, sur des tout petits volumes, de faire des gouttes 1000 fois plus petites que les instruments existants et de faire ces gouttes extrêmement rapidement. On fait 50 000 gouttes par seconde. On détecte ce qu'il y a dans la goutte grâce à sa fluorescence et on prend une décision de tri pour chaque goutte, individuellement. Donc ça, c'est très très loin de l'état de l'art. Si vous regardez, j'ai tracé un graphique ici. En abscisse, vous avez le volume des gouttes, enfin l'inverse du volume des gouttes pour qu'on soit d'autant plus précis qu'on est à droite. Tous les petits losanges gris, c'est des publications scientifiques en microfluidique. Et à gauche, donc, vous êtes assez précis, vous avez des grosses gouttes, et à droite, vous avez des gouttes assez précises. Et en ordonnée, j'ai tracé la vitesse de création des gouttes et de tri. Et donc, si vous êtes en bas, vous êtes trop lent. Vous arrivez à trier, ok, mais ça ne sert à rien, vous avez 3 exosomes qui se battent en duel dans votre soucoupe. Et nous, on est là, en haut à droite. Donc, on n'a aucune publication scientifique qui arrive à faire ce qu'on fait. Et pour ce qui est de la concurrence commerciale, naturellement, il n'y a aucun instrument qui arrive à faire ça aujourd'hui. Hein. En termes de brevets, on en a 4, dont 2 en copropriété avec le CNRS et l'Université de Bordeaux, dans le cadre de collaboration qu'on a nouée. Et on a encore commencé à négocier avec le CNRS pour ce qui est des licences, parce que tout ça, c'est très récent. Hein, il y a un des brevets qui a été déposé il y a 10 jours, mais on a une lettre d'intention disant qu'il n'y a pas de souci, qu'on va négocier une exploitation exclusive, donc on a une liberté d'exploitation sur nos brevets. En termes de marché, je vais extrêmement vite. On a donc 3 marchés étalés dans le temps, je vais dire. Le marché de la recherche, puisque ces exosomes et ces virus, il faut quand même les étudier, et notre instrument va beaucoup aider à ça. Et on va commencer à attaquer ce marché par du service. Ensuite, on a ce fameux marché du contrôle qualité qui permet de faire la jonction, en fait, avec notre marché cible, qui est celui du diagnostic médical, mais qui, lui, va nécessiter un marquage réglementaire et donc d'être un dispositif médical de diagnostic in vitro, et ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'avoir un marché intermédiaire moins exigeant, c'est très intéressant pour nous. En termes de besoin de financement, j'ai décidé de prendre de faire des petits pas, puisque moi, mon but, c'est de devenir une entreprise industrielle. Donc, j'ai fait des petits pas. Et donc là, j'ai un besoin de 2 millions d'euros. Sachant qu'on a déjà eu un financement en maturation de la région Nouvelle-Aquitaine. On est en maturation au sein d'un centre technologique en Nouvelle-Aquitaine. On a eu donc 1 million d'euros pour développer notre premier prototype. Et là, on a besoin de 2 millions. Dont 1 million auprès de Business Angel. Le reste, on pense le trouver via des subventions, des emprunts, pour un démonstrateur pour de premières ventes. Je fais très court, hein. Je pourrais répondre à des questions après. Donc, j'ai quand même mis une petite illustration pour expliquer à quoi ça correspond. Donc, aujourd'hui, on a une maligne de laboratoire, justement dans les laboratoires d'Alphanov, qui est ce fameux centre technologique. On a une puce microfluidique qui marche bien, une tête de détection ultra sensible et un algorithme qui permet de détecter ces fameux objets avec très peu de photons. Hein. On détecte chaque objet qui passe sur en gros une centaine de photons. Il passe très vite, hein, donc il ne reste pas longtemps dans le laser. Hein. À la fin de l'année, on prévoit d'avoir ce que moi j'ai appelé une maquette, c'est-à-dire la manip, qui soit transportable pour pouvoir aller faire des tests, par exemple à l'Institut Pasteur. Et donc, on a besoin de 2 millions d'euros pour faire un démonstrateur, faire la même chose avec toute l'électronique, un certain nombre d'asservissements, un début de soft pour mi-2025. Tout ça pour préparer l'industrialisation
qui viendra ensuite, sachant que nous, notre but, c'est d'être une entreprise industrielle qui vendra donc un instrument et des consommables, puisqu'on veut vendre naturellement des contrats de maintenance qui se vendent en gros 10% du prix de l'instrument chaque année, et plus microfluidique, plus tous les consommables pour faire l'entretien de ces machines. Et voilà, le but, c'est de faire une entreprise industrielle et créer de l'emploi en France. Ça, c'est vraiment mon but. J'y tiens. C'est pour ça que là, je cherche de l'argent essentiellement auprès de business angels bienveillants pour avoir le temps d'améliorer ma valo et de ne pas trop dépendre de fonds d'investissement. Voilà. Je vous remercie. J'arrête mon partage, du coup. Merci, Sophie. Enfin, j'ai tenu, hein. J'avais dit 15 minutes. Hein. C'est même pas Très bien, très bien, très bien. Il y a pas, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions qui viendraient par le chat, Frédéric? Pas encore. Pas encore. Alors, à ce moment-là, on va passer. Non, il y a une question ici dans la salle. Oui, vas-y. Pourquoi vous êtes classé en certification? Parce qu'a priori, alors, on n'a pas encore démarré. J'ai pris un cabinet de conseil qui va me faire une roadmap. Donc là, je dis ça par rapport au fait que nous, on veut faire du diagnostic sur les cancers. Ouais. La question de savoir si on sera une aide au diagnostic ou si ce sera considéré comme un dispositif qui fait le diagnostic, j'en suis pas encore là, à vrai dire. Hein. Donc, j'ai mis le pire. Hein. D'accord. Mais on a déjà un cabinet qui va nous aider, mais il faut bien comprendre que nous, il y a 1 an, j'avais une salle de manip vide. Hein. Donc, non, mais je suis passé par les mêmes errances, vous inquiétez pas. Donc du coup, bon, j'ai pas encore la réponse à toutes les questions pour ce qui est autre chose que la physique, on va dire. Merci. D'autres questions? Microfluidique, j'ai le temps, pardon. Voilà. Merci Sophie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir aborder un autre cas. Le cas de Sophie est intéressant parce qu'elle est très au début du développement. Sa technologie, elle a prouvé que ça pouvait marcher et que ça marchait avec son expérience de laboratoire. Et maintenant, elle passe vers le prototypage et puis l'industrialisation, qui sont les grandes phases effectivement de la deep tech industrielle par rapport à la deep tech technologique, même si on a aussi du prototypage en deep tech numérique. Je vais passer la parole à Frédéric Gouze, qui lui, peut-être Frédéric, tu pourrais mettre les quelques slides de Frédéric, parce que il avait. Donc, tu regardes, tu vas voir dans le. Il y a un dossier qui s'appelle de la date d'aujourd'hui. Et dedans, on n'est pas encore reconnu. Ça me serait sans doute tardé, mais voilà, je reviens les dossiers. C'est celui-là peut-être? Oui, voilà, exactement, celui de la date d'aujourd'hui. Et là, 4 pages, le dernier. 4 pages, le dernier, voilà. Attends, et puis sinon, pour moi, ce sera juste deux. Moi, je ne demande pas les sauvegarder dans Dropbox, c'est absurde. C'est ici, 4 pages. Voilà. Donc, Frédéric, le souhait de partage l'écran, c'est ça que vous voulez? Oui, s'il vous plaît. Frédéric Gouze va nous présenter son projet qui, lui, est à un stade déjà un peu plus avancé, mais qui a à faire face, comme vous le verrez, à des problématiques aussi réglementaires qui sont assez complexes. Donc, je vais te laisser la parole, Frédéric. Je ne sais pas où on est là. Ah, oui. Je pense que j'aurais pas dû faire du mode diapo. Ah, voilà. Non, c'est pas bon. Il faut que je puisse partager en même temps. Donc, je ne sais pas si on peut partager. C'est ici, je pense. Partager. Voilà, je suppose que là, nous sommes en partage d'écran. Est-ce qu'à distance, on peut simplement nous le confirmer? Oui?
Sophie, tu... Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, Ok. merci. Bonjour à tous. Merci de votre présence. En fait, on est dans le domaine de l'insuffisance cardiaque et on s'est aperçu que un pourcentage très faible des personnes atteintes de crise cardiaque avaient des chances de s'en sortir. Alors qu'en 2020, on a fondé BIPA Medical Solutions car on possédait un concept, l'ECPA, qui est une pompe cardiaque pulsatile, autorégulée en pression et synchronisée avec le CG. Ce concept évite radicalement. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne je sais pas si c'est la bonne présentation. Bon, c'est pas grave. Alors, ce concept évite radicalement les complications des technothérapies actuelles qui sont à flux continu. Et ce qui est très bon pour nous, c'est qu'on est soutenu par la Pitié-Salpêtrière, qui est la plus grosse institution mondiale en chirurgie cardio-thoracique, et la communauté médicale de ce domaine thérapeutique. Donc là, c'est vous voyez, de l'essai qu'on a fait sur un cochon. La machine dont je vous parle, c'est celle qui est au centre. C'est une grosse seringue qui est asservie avec un moteur linéaire et qui est pilotée en temps réel par rapport aux paramètres hémodynamiques du patient. Voilà. On peut passer la suivante. Alors, qui suis-je? Alors, j'aime bien raconter mon parcours avec ces trois. Didier m'avait parlé de quelle est la formation qu'il faut avoir, ou quel est le profil qu'il faut avoir pour faire de la deep tech. Voilà. Donc, à mon avis, la chose la plus importante, c'est celle de gauche. Moi, j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens. J'ai une capacité de pédagogue qui est à l'interface du besoin du monde médical et des possibilités d'automatisation industrielle. Il y a vraiment deux mondes. Le médecin, c'est pas quel est le niveau de technologie absolument exceptionnel qu'on a dans l'industrie. Je suis un technologue passionné, comme je dis, j'ai pas arrêté de jouer au Lego depuis que je suis petit, et j'ai un réseau pour m'entourer. De par ma vie professionnelle, j'étais structurellement en train de rencontrer des gens à titre, je dirais, pour anticiper d'éventuels besoins que je n'avais pas encore découverts. Mon parcours, en fait, je suis arrivé au management par le commercial et les projets. J'étais à l'étranger, j'ai fait de l'automatisation de process pour une grosse boîte de Scandinavie, de Wallenberg. Ensuite, j'ai pris la responsabilité du bureau d'études des articles à marque Decathlon. Et ça, c'était très intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé avec la supply chain de Decathlon et on concevait les composants qu'on faisait assembler chez les façonniers. Et donc, ça m'a bien appris à travailler avec les sous-traitants. Ensuite, je suis rentré dans l'automobile et la machine-outil. Et je suis arrivé au management de filiales ou d'une société industrielle finlandaise et indienne où j'ai pris des mandats sociaux. Voilà. Et enfin, en 2006, j'ai fondé un cabinet de pilotage de projets complexes orienté sur supply chain dans l'aéro et le spatial, mais aussi on s'est aperçu que les méthodos qu'on utilisait dans l'aéro et le spatial permettaient aussi d'aller chez des gens comme Total, d'aller chez des gens comme Vinci Autoroute, etc. Et donc voilà. Et je suis ingénieur, j'ai fait une école de la Cato de Lille, j'ai fait des formations complémentaires en finance et j'ai été surtout formé dans des environnements court terme comme les PME où la notion de trésorerie est très prégnante. Et j'ai été aussi dans des grands groupes où je me suis aperçu que les grands groupes étaient des organisations assez aveugles en fait, les uns par rapport les silos des uns par rapport aux silos des autres. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc voilà. En fait, les gens aujourd'hui meurent parce qu'ils ne sont pas éligibles à la machine qui existe aujourd'hui. C'est une machine trop rustique, trop violente, et donc le protocole n'est pas spécifié. En gros, il vaut mieux être un homme qu'une femme, il vaut mieux être un homme de plus de 60 kilos que de moins de 60 kilos, et il vaut mieux avoir moins de 75 ans pour qu'on soit éligible à cette machine. Pourquoi? C'est une machine à flux continu qui est très sévère en matière d'impact sur le corps humain, parce que le corps humain ne fonctionne pas avec une pompe cardiaque continue. Et donc, ce qu'on développe, c'est une machine qui est un flux synchronisé, pulsatile, et donc on va
en fait, l'idée, c'est que ça vient se connecter sur les artères et veines fémorales du patient, qui est en insuffisance cardiaque, je dirais aiguë, et on va donc venir générer une onde de pouls artificielle à un moment bien précis du cycle cardiaque pour éviter de venir gaver le cœur lorsque la valve aortique est ouverte. Voilà. Donc, on est synchronisé avec le CG et on est piloté en pression, parce que je vous apprends, messieurs, que vous êtes régulé en pression. Votre foie génère des enzymes. Quand il n'a pas assez de sang, ces enzymes donnent l'information au cœur qui va augmenter la pression. Donc, on vient mesurer cette pression à l'entrée des canules et on a une fonction de transfert qui permet de savoir quelle est la pression dans la zone aortique qui nous permet de compléter la pression nécessaire. Voilà. J'ai dit à peu près tout. Ah oui, ce que je dois dire aussi, c'est que pour un même débit cardiaque, il y a beaucoup plus d'énergie dans une onde de pouls que dans un flux continu, ce qui fait qu'on va venir générer une vascularisation bien meilleure des organes vitaux. Aujourd'hui, en fait, même avec une ECMO, quand on vous met une ECMO, en fait, vous faites des défaillances. Enfin, déjà, quand vous faites une crise cardiaque ou quand vous avez une insuffisance cardiaque, vous avez un problème. Vous ne mourrez pas de cette crise cardiaque ou cette insuffisance cardiaque. Vous mourrez d'une défaillance polyviscérale parce que vos organes, votre cœur n'est plus capable de venir vasculariser les organes essentiels comme le cerveau, le foie, les reins et le système digestif. Donc, l'enjeu, c'est de faire circuler du sang dans le corps humain. Mais quand on fait circuler du sang en flux continu, eh bien, si on fait circuler 3 litres de flux continu, de sang, eh ben, le même 3 litres en flux pulsatile va avoir beaucoup plus d'énergie et va venir de façon beaucoup plus intime vasculariser les capillaires et tout le réseau sanguin qui n'est pas, je dirais, atteint avec un flux continu. Voilà. Et donc, en fait, les gens meurent parce qu'ils ne sont pas éligibles à l'ECMO. Ensuite, ils n'ont pas accès à l'ECMO parce que l'ECMO est quelque chose de très compliqué. Une ECMO, c'est une personne à plein temps au pied du malade pendant 2-3 jours à 2-3 semaines. Voilà. Une perfusionniste qui va être là ou un perfusionniste. Avec notre machine qui est autorégulée, ça va permettre de se détacher du patient et donc de pouvoir installer ces machines dans des hôpitaux secondaires qui aujourd'hui sont pas capables d'avoir des ECMO parce que la complexité et la demande en personnel spécialisé à l'ECMO ne sont pas sur les plans de ces hôpitaux-là. Voilà. Et ensuite, parce que l'ECMO a un taux de suivi plus faible, puisque en gros, on dit que le taux de survie de l'ECMO, c'est 30%, c'est-à-dire que quand vous met une ECMO, vous avez 70% de chances de mourir à 1 an. Et là, nous, on prétend aller à entre 60 et 80% de taux de survie de par la délicatesse de la régulation de notre machine. Voilà. On peut passer à la suivante. Alors, on a déposé 6 brevets. Un brevet sur l'anticollabage. Alors, c'est pour éviter que la canule qui capte le sang s'écrase avec la dépression. Donc ça, c'est piloté par l'ordinateur industriel de la machine. La forme du réservoir, parce qu'il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte pour éviter que le sang coagule dans le système. Et notamment, il faut faire attention aux courbes et à la forme du réservoir qui va aspirer, enfin qui va contenir le sang qu'on aspire avant qu'il soit réinjecté dans le corps humain. Ensuite, on a un dispositif mécanique qui est un peu particulier puisque on est dans un environnement stérile pour la partie réservoir et qui est connecté à une mécanique, à un vérin linéaire. Et donc, il y a une fixation un peu particulière qu'on a développée. On a une canule d'admission qui présente des particularités de pouvoir se déployer une fois qu'elle est installée, parce que le problème, c'est de capter le plus de sang possible, parce que dans l'ECMO, eh ben, un des problèmes, c'est qu'on n'arrive pas à avoir assez de sang. On n'arrive pas à capter assez de sang. Donc, on a beau vouloir oxygéner du sang et réinjecter ce sang oxygéné dans le corps, on n'a pas de matière pour le faire. Et ensuite, les deux brevets, je dirais, les plus clés, les plus emblématiques, pas les plus clés, mais les plus emblématiques de notre machine temps réel, c'est la régulation, c'est-à-dire en pression, et la synchronisation avec le CG. Voilà. Alors, en 2021, on a fait l'essai animal que je vous ai montré sur la première photo. Donc, j'ai cherché 100 000 € entre ce que j'ai mis et les amis. BPI France, et on a eu la chance de pouvoir faire un PGE
et je dois dire que c'était pas mal parce qu'on a fait un PGE qui n'était pas sur le chiffre d'affaires parce qu'on fera 0 chiffre d'affaires jusqu'en 2025. Donc, on a fait un PGE sur les salaires futurs. Donc, on a pris le business plan et la BPI nous a bien aidés. Donc, merci BPI. S'il y a quelqu'un de la BPI ici, là, voilà. En fait, la BPI a téléphoné au CIC et leur a dit, c'est pas si vous voulez faire le PGE, c'est vous êtes légalement obligé de faire le PGE pour la start-up. Donc ça, on a été extrêmement bien aidé par la BPI. Et donc, avec ces 300 000 euros, on a, je dirais, fait le démonstrateur qui existait d'un autre projet, on l'a adapté et on l'a actualisé. Ensuite, en 2022, on a développé le dispositif, on a développé sur le papier, hein, le dispositif qui va faire les essais précliniques et cliniques, puisque on est obligé d'utiliser le même dispositif entre la période préclinique et la période clinique, puisque on va demander l'autorisation de faire des essais sur les hommes, sur l'humain, pardon, à l'issue du dispositif des essais animaux précliniques, et on n'a pas le droit de changer le dispositif entre les deux essais. Voilà. Et on a déposé les 6 brevets dont je vous ai parlé. Donc, on a levé une deuxième fois 156 000 euros. La BPI nous a abondé à 750 000 euros avec divers dispositifs. Et la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est la région d'où vient le projet, en gros, nous a prêté 200 000 euros. Donc, on a eu 1 million d'euros à peu près pour faire cette activité. Et là, on est en train de lever à peu près 400 000 euros pour lancer les essais précliniques sur les cochons pour demander l'autorisation de faire les essais humains. Et ensuite, en 2024 à 2025, on a des débats. Les gens qui nous croisent disent c'est pas 10 millions, c'est 30. Il y en a d'autres. Et nous, on a vraiment alourdi les dépenses et on pense que 10 millions, ça suffit. Et la communauté des fonds qui travaillent dans le médical lui dit 10 millions, c'est pas assez. Vous allez avoir des itérations. La Haute Autorité de Santé va vous demander des essais complémentaires, etc. Donc, on est en train de réfléchir au fait que on va pas mettre 10 millions, on va devoir avoir besoin de peut-être entre 20 et 30 millions pour le faire. Et ensuite, seulement après, il y aura un développement commercial. Et alors, on ne sait pas comment on va sortir de l'entreprise. On peut très bien dire, on a vendu le concept, on vend le concept à un gros de la medtech qui veut prendre à sa charge la distribution, puisqu'il faut aller distribuer cette machine dans 52 000 établissements de santé dans le monde. Et donc, il faut une force de développement commercial exceptionnelle. Nous on va s'épuiser à faire ça. Donc, il faut s'associer avec ou avoir un partenariat avec un gros de la medtech. Voilà. Donc, en fait, les enjeux, alors on voit pas bien le titre. Didier m'a demandé quels sont les enjeux d'un développement industriel. En conception et développement, en fait, aujourd'hui, on est 3 dans l'entreprise, d'accord? Donc, il a fallu qu'on constitue une équipe avec des intervenants complémentaires susceptibles de travailler à temps partagé. Des gens qui ont leur structure et qui ont la compétence. Par exemple, j'ai un technicien qui est dans le monde industriel, qui fait du rétrofit de machines-outils. Eh bien, je lui dis, est-ce que tu peux travailler 1 à 2 journées par semaine pour nous aider à assembler la machine? Voilà. Et ça fait qu'il ajuste le volume à notre besoin, c'est-à-dire il y a moins de cash drain quand on n'a pas de choses à faire. Voilà. La deuxième chose, c'est les approvisionnements, la conception des modules et des composants qui vont venir sur la machine. Il faut sélectionner des sous-traitants qui comprennent que on ne sait pas rédiger un cahier des charges. Si j'ai un sous-traitant qui attend un cahier des charges pour nous livrer le produit, on va se planter. Ce qu'il faut, c'est un sous-traitant qui nous dise ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi, je ferai ça comme ça parce que c'est mieux. Voilà. Et je veux établir un dialogue. C'est ce qu'on appelle l'équipe intégrée. Et on a une réunion hebdomadaire d'équipes intégrées avec des sous-traitants. Et on leur dit, si vous attendez le cahier des charges, je vais commander ce que j'ai mal défini, alors que vous êtes les meilleurs pour nous dire ce dont on a besoin. Voilà. Donc pour nous, ça, c'est essentiel. Et on a changé de sous-traitant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. On a des gens qui attendaient le cahier des charges, qui me disent, tu me passes la commande, je te livre. Non, ça ne va pas. Moi, j'ai besoin que tu me dises si ma commande est bonne. Voilà. Ensuite, dispositif critique et certification. Je rejoins l'interlocutrice d'avant. Il faut la sélection d'un sous-traitant qui a une réelle compétence du développement d'un dispositif critique. Parce qu'en gros, on va raconter ce qu'on va faire dans le cahier des charges. On va définir le plan de test.
Et ça coûte beaucoup d'argent avant de commencer à faire la machine quasiment. Donc, il faut rédiger les attendus du projet. Et ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour ensuite exécuter ce qu'on a prétendu faire. Voilà. Et ensuite, à la fin du cycle, il va falloir valider avec le plan de test qu'on a bien réalisé ce qu'on avait ébauché au début. Et ensuite, en finance, bon, ça, c'est probablement parce que je suis plus ingénieur que financier. Il faut s'adjoindre un secrétaire général possédant la grammaire bancaire. Donc, j'ai un ami de 20 ans qui travaille à temps partagé pour nous et il a fait le dossier auprès de la BPI. Donc, il avait le langage de la BPI. Il avait le langage du CIC, la banque, notre banque, des business angels et des fonds, et qui attendent une certaine prestation en matière de documents et je dirais de données financières. Voilà. J'ai fini. Merci Frédéric. Parfait, hein, merci. Alors, je crois que c'est très intéressant de voir le projet de Frédéric. Tu as bien souligné justement les enjeux et la difficulté. Il y a encore et l'incertitude, notamment ce que te disent les fonds, c'est effectivement l'incertitude réglementaire qui peut être assez grande parce que dans le cas de Frédéric, il y a intrusion. En fait, on intervient sur le patient et ça entraîne des agréments qui sont très lourds. Absolument. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions de la salle ou bien de… Oui, vas-y. Je reviens à la page de patient. Ouais. Vous avez dit que les 70% de chances qu'ils survivent. Non, qui ne survivent pas. Bon, peu importe, mais il y en a 30% qui survivent. Ceux qui survivent, quand ils sortent de l'opération, est-ce qu'ils vivent ou est-ce qu'ils vont mourir dans 15 jours? Non, c'est la survie à 1 an déjà. C'est la survie à 1 an. Et non, 30%, c'est des gens qui vivent. Ils sortent et après ils vivent au moins 1 an. Oui, au moins 1 an. Oui, tu voulais poser des questions? Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Ça m'aurait intéressé de savoir comment vous êtes arrivé à l'idée de faire ces dispositifs de taille, aussi l'équipe restreinte, comment vous l'avez constituée. Oui. Alors, en fait, je m'occupe de 2 entreprises. J'ai une entreprise qui fait du pilotage de projets complexes, comme j'ai dit en introduction, pour le monde de l'aéronautique, l'aérospatiale principalement, mais aussi d'autres secteurs. Et donc, je travaille avec des consultants. Et un des consultants qui fait partie de l'équipe aujourd'hui m'a dit, est-ce que tu veux pas m'aider à lever des fonds, à organiser ça? Parce que je sais que j'avais déjà investi dans une petite start-up et j'avais déjà revendu mes parts. Et donc, j'avais un peu une expérience. Il m'avait dit, tu sais lever des fonds? Il dit, non, je sais pas lever des fonds, je sais lever des fonds en centaines de milliers d'euros, mais pas en millions. Donc, voilà. Et donc, on a mis sur pied, je m'entends très bien avec lui, c'est un consultant avec qui je travaille depuis un peu, comment dire, 6, 7, 8 ans. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, lui, c'est lui qui a amené le projet. Donc, en fait, voilà. Et puis, l'autre personne qui fait partie de l'entreprise, c'est mon associé dans mon entreprise actuelle, en fait. D'accord. Voilà. Oui, c'est souvent des interactions comme ça. Voilà. Et le technicien dont je parlais, c'est un gars avec qui j'ai bossé dans le passé quand j'étais dans une entreprise qui faisait de l'installation de machines-outils en Europe. Donc, je l'ai connu, je l'ai trouvé bon et je lui ai demandé est-ce que tu as du temps à nous consacrer. Il avait sa structure. En fait, je travaille qu'avec des gens qui ont leur structure, en l'occurrence. Et je travaille pas avec des salariés purs. Et peut-être petite question, pourquoi ça n'a pas évolué depuis si longtemps? Parce que d'après ce qu'on comprend de votre exposé, la machine est assez vieille. La machine actuelle, elle a entre 40 et 50 ans. Et c'est pas un sujet qui intéresse la medtech parce que le marché actuel, compte tenu des difficultés et du mauvais pronostic, c'est une niche. D'accord. Mais le jour où on passe à un niveau de taux de survie bien supérieur, on va adresser non seulement les patients qui meurent aujourd'hui, on va les sauver, donc ça va augmenter le marché, entre guillemets, la patientèle, mais on va aussi aller sur d'autres champs d'application thérapeutique puisque on dérisque cette machine, on va pouvoir soigner des gens auxquels on pense pas du tout aujourd'hui. Voilà. Donc on va passer, en gros, il y a pendant le Covid, parce que c'est une machine qui a beaucoup servi pendant le Covid, l'ECMO, il y avait avant le Covid, il y avait 2000 patients par an. C'est passé à 6000 pendant le Covid, mais là, c'est en train de revenir à des chiffres un peu plus. Et là, on va passer à 50 000 personnes par an en France. Pourquoi? Parce qu'on va capter des gens qui arrivent dans les hôpitaux secondaires, qui ont une crise, une insuffisance cardiaque aiguë,
Aujourd'hui, on les met, on essaye de les traiter avec des thérapies et elles ne fonctionnent pas parce que c'est des gens qui sont gravement malades. Si on avait cette machine, on pourrait les mettre en attente. L'histoire de ce projet, c'est un médecin qui a dû s'occuper, c'est un pompier de Paris, qui a dû s'occuper de l'attentat de Port-Royal. Et il a trié les patients entre ceux qui pouvaient survivre et ceux qui vivaient et qu'il pensait ne pas pouvoir sauver. Donc il a eu la mort dans l'âme, il a dû trier les patients comme ça. Et toute sa vie, il s'est dit, il faut que je crée une machine pour mettre les gens en attente. Alors, ce que tu soulignes, un point très intéressant qu'on retrouve dans tous les projets de Deep Tech en général, mais de Deep Tech industriel en particulier, ils sont que les marchés ne sont pas forcément présents. C'est-à-dire qu'on part d'un marché qu'on identifie, et on va le voir dans ce que je vais présenter après, mais en fait, c'est un marché de démarrage et on sait que derrière, oui, il y a d'autres marchés, mais que ces autres marchés n'existent pas concrètement. Il faut que la machine soit là pour qu'ils existent. On l'a vu avec Sophie, elle démarre par un côté, mais derrière, il y a tout un tas d'autres marchés qui vont s'ouvrir une fois que la machine va prouver qu'elle fait quelque chose d'intéressant. Et c'est pareil avec la circulation pulsatile. Oui. Alors, pour rassurer les fonds, nous, on a fait un business plan sur le marché de l'ECMO, en fait. On a dit, on va prendre X% du marché de l'ECMO. Mais en fait, on est convaincu qu'on fera autre chose. En fait, on vendra pas seulement aux gens qui servent l'ECMO, mais à d'autres. Voilà. Très bien. Alors, on a déjà des questions posées à distance qui concerneront les 3 prises de parole. Et donc, je vous propose de les passer au moment après que la dernière prise de parole ne soit faite. Par contre, là, très directement pour vous, il y a une question qui est: le nombre de brevets déposés est-il, selon vous, un bon indicateur de la survie future de l'entreprise? Et si oui, quel est le taux de brevet moyen? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un taux de brevet. Non, le moyen des projets qui réussissent. D'accord, ok, oui, d'accord. Alors, on a déposé 6 brevets. Parce que c'est une stratégie de notre avocat en propriété industrielle qui nous a dit il faut déposer une grappe de brevets parce que ça verrouille mieux. D'accord? On aurait pu faire un seul brevet avec tout le concept, mais là on a des brevets, 6 brevets, et les brevets sont entrecroisés entre guillemets. Il y a un brevet, ils sont pas vraiment indépendants les uns des autres, mais ils défendent chacun leur spécificité sur le titre du brevet en fait. Voilà. Alors, c'est une des caractéristiques justement de la Deep Tech industrielle, c'est d'avoir des brevets et donc une valeur patrimoniale dans l'entreprise créée par les brevets. Et ces brevets protègent effectivement les produits. Ouais. On l'a vu avec Sophie, on le voit avec ton exemple et on va le voir aussi. Je voudrais compléter ce que j'ai dit. En fait, on avait un seul brevet qui n'est pas là. Parce qu'on a remplacé le brevet qu'on utilisait au début et ça a séduit notamment la BPI qui nous a dit vous avez un brevet. Quand je vous ai écouté, j'ai compris pourquoi la BPI nous a financé. C'est parce qu'on avait un brevet, même si aujourd'hui ce brevet pour nous il est désuet parce qu'on a fait évoluer le concept et on l'a remplacé par quelque chose qu'on trouve mieux. À l'époque, ça nous a permis d'avoir l'argent, donc le 1 300 000 € quand même. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut un bon brevet, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir. Voilà. Pour répondre, effectivement, il n'y a pas de règle magique. Je pense que non, si même on peut inverser, une stratégie de propriété intellectuelle, ça reste une stratégie. Des fois, la meilleure stratégie est aussi de ne pas avoir de brevet par rapport à ses concurrents. C'est toujours une chose aussi. Un brevet aussi, c'est montrer ce qu'on a et selon les domaines, il n'y a pas vraiment de règle en disant plus on a de brevets, mieux c'est. Ou c'est vraiment sa stratégie de protection c'est la barrière à l'entrée. Oui, en fait, c'est la barrière à l'entrée. Oui, complètement. Et une barrière à l'entrée, c'est aussi ne pas déposer de brevet. C'est pour ça qu'on peut pas dire 3 brevets, c'est le nombre magique pour rester en vie. Oui, mais si je peux me permettre de rebondir sur votre point, j'ai compris que ça avait été important pour le financement BPI. Oui. Donc, ne pas en avoir. Il y a un peu une incohérence là, mais je suis d'accord. Mais moi, je me suis servi, j'avais un brevet. C'est pas obligatoire. Il nous faut un lien. Ce que je veux dire, c'est pour rassurer les gens qui n'ont pas de brevet en fait sur une entité. C'est pas du tout rédhibitoire. C'est-à-dire que là, c'est un plus-value pour le domaine particulier qui en a besoin et qui était valorisable. Or, inversement,
c'est pas forcément un no-go pour la BPI de prendre. Pas en avoir. Ouais. C'est important à savoir. Parce que c'est quand même une bonne stratégie de ne pas documenter. Exactement. Avoir un brevet, c'est documenter et c'est donc mettre le pied à l'étrier de ceux qui veulent nous copier. Donc on prend l'autre stratégie, mais ça n'est pas rédhibitoire pour la BPI. C'est important que vous le disiez. Bien. Très bien. Alors, on va passer au troisième exemple donc, que je vais présenter. Donc moi, je m'appelle Didier Launay, j'ai une formation d'ingénieur mine et de mathématiques ainsi que docteur en économie. J'ai fait ma carrière surtout dans la finance, à financer toutes sortes, dont des projets de private equity, c'est-à-dire de non cotés. Aujourd'hui, j'ai été créateur et je suis encore dans le domaine de la création. Alors, je participe à la création d'une entreprise que je vais vous résumer rapidement. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? C'est une entreprise, pour l'instant, elle n'est pas créée, même si elle existe virtuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la mise en œuvre de technologies qui sont brevetées, qui sont mise en œuvre dans des caméras qui visualisent les émetteurs rayons gamma et ces caméras ont été développées dans le cadre du démantèlement des installations nucléaires et du contrôle des installations nucléaires, donc dans le domaine de l'industrie du nucléaire. Or, nous pensons, et bon, ça a été tout un travail de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des applications possibles dans le domaine de la santé et de la santé humaine? Alors, c'est un domaine qui est complètement différent, donc on créera une société à part, même si au niveau du développement de la technologie, il y en a des briques technologiques, je vous montrerai ça à la fin, qui existent déjà et qu'on va réutiliser. Il en manque une ou deux, on va en parler, mais c'est assez restreint. Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est le cancer. Le cancer, c'est une croissance de 7% par an, c'est le doublement tous les 10 ans. Et pour aborder le cancer, donc l'oncologie, il y a deux choses importantes. Il y a le diagnostic, d'une part, et le traitement. Le diagnostic, il y a deux méthodes. Le prélèvement, et on analyse par analyse biologique, donc par des anapathes, ou bien il y a l'analyse des tumeurs qui sont in situ. Alors, il y aura peut-être l'innovation par les exosomes dont nous a parlé Sophie, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On utilise beaucoup l'imagerie nucléaire. Alors, pourquoi? Parce qu'on utilise un marqueur qui est le fluor 18. Le fluor 18 est un radioélément qui se combine très bien dans les glucoses. Pourquoi les glucoses? Parce que toutes les cellules cancéreuses sont très gourmandes en glucose et par conséquent, si on a un traceur qui va s'agréger, qui s'agrège bien avec un glucose, le glucose, lui, va être absorbé par la cellule cancéreuse et on va voir apparaître l'image de la cellule cancéreuse, enfin de la tumeur, parce qu'elle consomme beaucoup de glucose. Alors, ça, c'est le côté diagnostic. Donc, le diagnostic, on va revenir sur comment on le fait, par quel type de machine, parce qu'on va retomber sur des questions de machine. Le traitement, derrière, c'est le deuxième aspect. Il y a 3 types de traitements. 47% des traitements, d'après nos amis anglais, hein, le Centre du cancer anglais, 45%, c'est par chirurgie. Après, il y a 27% que l'on traite par chimiothérapie et 27% par radiothérapie. Alors, on va s'intéresser, nous, du côté de la radiothérapie. Dans la radiothérapie, il y a 3 méthodes. La première méthode qui est la plus utilisée, c'est on bombarde de rayons gamma. Et aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle les gamma knives, c'est-à-dire on utilise plusieurs sources de rayons gamma qu'on focalise sur la tumeur, ce qui permet d'avoir des puissances unitaires de chaque émetteur qui soient faibles et donc qui n'impactent pas trop sur le trajet. Mais par contre, une fois qu'ils sont concentrés sur la tumeur, qui détruisent la tumeur. Donc ça, c'est
Le traitement principal aujourd'hui de la radiothérapie, c'est par gamma knife, hein, donc par thérapie gamma. Une autre thérapie, c'est la hadron-thérapie, en fait la proton-thérapie. Hein, il faut des accélérateurs de particules pour envoyer des protons. Et l'intérêt de cette technologie, c'est que le proton, il va délivrer son énergie dans ce qu'on appelle le pic de Bragg, qui est très ponctuel. Donc, on peut bien viser, si on a des modèles précis sur le sujet, on peut bien viser la cellule cancéreuse, enfin la tumeur, de sorte que l'énergie du flux de protons se décharge bien dans la cellule et la détruise par le pic de Bragg. Didier? Oui. Tu as une présentation là? Oui, oui. Parce qu'elle n'est pas partagée. Non, mais je partagerai juste 2 slides à la fin. Ça me permet d'aller plus vite. Désolé. Et la dernière technologie, c'est la radiothérapie alpha ou bêta. Bêta, c'est bêta moins, c'est les électrons, bêta plus, c'est les positrons. Et alpha, ce sont en fait des noyaux, pratiquement sont des noyaux d'hydrogène, donc sont des noyaux qui sont obtenus par désintégration d'éléments radioactifs. L'intérêt de ce type de radiothérapie, c'est que le trajet, par exemple, des rayons alpha, qui sont donc des particules, hein, des noyaux, est très court. Donc, si on est bien au niveau de la tumeur, on va avoir un effet très précis sur la tumeur. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire cette alpha-thérapie. Soit on attache des radioéléments sur des marqueurs spécifiques d'un cancer. Bon, c'est ce qui se fait par exemple avec le lutécium 177, avec du radium aussi. Et puis, sinon, il y a d'autres technologies, notamment pour le traitement des cancers primaires du foie, dont on va reparler, qui se traite par microbille à l'yttrium 90. Alors, c'est ce segment-là dont on va parler à la fin, parce que c'est un segment de marché qui se développe énormément aujourd'hui, mais où les outils de visualisation sont assez peu adaptés. Alors, on passe justement sur quelle est l'innovation. On a besoin d'un imageur qui soit adapté à ce type de traitement, qui nécessite d'ailleurs, d'après la réglementation Euratom, hein, alors c'est l'Euratom 2013-59, article 56, qui demande que ce type de traitement soit sur mesure. Parce qu'effectivement, l'absorption des rayons n'est pas du tout la même d'une personne à l'autre. Alors, quelle est l'innovation? Les imageurs aujourd'hui, il y en a 2 types. Hein. Il y a ce qu'on appelle les SPECT et les PET. Les SPECT, c'est une technologie de 1950 qui travaille dans les énergies 50 à 400 kiloélectronvolts. Ce sont des machines assez peu précises, mais qui coûtent en gros, pour faire simple, 500 000 euros. SPECT, ça veut dire Single Photon Emission Computed Tomography. La deuxième technologie, c'est le PET. PET, c'est Positron Emission Tomography. Alors ça, c'est une technologie créée en 1980 et qui ne voit qu'une seule raie, la 511 keV, kiloélectronvolts. On pourrait vous expliquer pourquoi. Et les prix, c'est entre, en gros, 1,5 million et 3,5 millions la machine, mais il faut aménager l'environnement pour à peu près 500 000 euros. Donc, c'est du coûteux. Hein. Ces 2 types de machines sont des machines lourdes et pas du tout pratiques à manier. Alors, pourquoi c'est un problème? C'est un problème pour la prise en charge justement d'alpha-thérapie, où il faut qu'on contrôle ce qu'on met dans le patient pratiquement quand on injecte.
Alors, la technologie qui a été mise en place dans le cadre de ces caméras rayons gamma, elle est très précise. La précision se place entre les spectres et les PET. Et donc, à un large spectre. Par contre, elle a un très grand large spectre aussi de visualisation et d'énergie. C'est-à-dire qu'on peut voir de 300 keV, voire même un peu moins, il faut attendre un peu plus de temps, mais de 300 keV à 2 méga électronvolts. Donc, là, très large spectre, donc possibilité de visualiser beaucoup de radioisotopes. Ce qui est important dans le cadre de l'alpha-thérapie parce que on utilise de plus en plus de sortes de radioisotopes qu'on voit mal avec les autres imageurs, soit parce qu'ils sont trop énergétiques, soit parce qu'ils sont sur des raies qui ne sont pas la 511K. Alors, les sensibilités sont très bons. L'intérêt aussi, c'est que on a besoin de peu de capteurs. Alors, comment fonctionne un PET? Un PET, c'est tout simple. En soi, c'est quand vous avez un rayon gamma qui a une énergie supérieure à 1 mégaélectronvolt, en fait supérieure à 1022 kiloélectronvolts, le rayon gamma interagit avec la matière et émet un électron et un positron, et le positron se désintègre quasiment tout de suite en 2 rayons gamma en opposition de direction à 180 degrés, ce qui permet, donc il faut mettre 2 capteurs, et mais donc on fait une couronne de capteurs en opposition, et avec du traitement derrière, on visualise précisément l'émetteur de la désintégration du positron, donc, et qui est l'endroit que l'on veut visualiser. Mais on voit qu'une seule raie. Hein. Par contre, c'est très précis et le PET, c'est l'instrument de référence aujourd'hui. Alors, le coût aussi est compétitif parce que on n'a besoin que de 4 ou 8 capteurs si on veut faire du corps entier. Déjà, on a fait avec 2 capteurs, on voit déjà beaucoup de choses. On considère qu'avec 4 capteurs, on a un prototype très opérationnel et qui pourra être polyvalent à la fois pour du diagnostic. L'usage des radioéléments, c'est 90% dans le diagnostic. Et sinon, le reste pour justement traiter l'alpha-thérapie sur mesure. Cette technologie est protégée par 8 brevets qui protègent les capteurs, notamment les capteurs, les concepts globaux et les 3 grandes briques technologiques, c'est capteurs électroniques rapides, 200 à 300 picosecondes, et puis le traitement du signal, qui est un traitement très lourd derrière, avec des maths assez sévères au niveau des réseaux bayésiens. Le produit visé, c'est donc un imageur que l'on a identifié. Alors là, j'avais une diapo qui peut peut-être vous illustrer la question. On a identifié donc là, c'est celui où il va y avoir, toujours dans le 17, hein, là, tu vas avoir deux slides. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà l'imageur. Donc il y a 3 grandes composantes, capteurs, électronique et logiciel. Les capteurs, ils sont pratiquement, on peut déjà utiliser ceux qui existent et qui sont en production. L'électronique aussi, elle est en partie développée, il manque juste quelques petits éléments. Et les logiciels, par contre, il faut les adapter au cas de la médecine. Et on a identifié le marché de lancement qui est le marché du traitement des cancers primaires du foie par microbilles à l'yttrium 90. Alors, il faut savoir que ces traitements-là sont pratiqués aux États-Unis, sont pratiqués dans l'Europe, mais pas en France, ou très peu en France, parce que ça n'est pas agréé par la sécurité sociale. Mais le problème de fond de ces traitements, c'est qu'on a besoin que ce soit sur mesure, parce que sinon, on peut mettre pas assez de produits, ou bien on le met pas tout à fait au bon endroit. Enfin bon, il y a je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez technique. Et là, on a vraiment besoin de ce type d'imageur.
et de les avoir dans la salle d'injection. Alors, les perspectives, je fais juste vous montrer la roadmap. Donc là, j'ai mis 2024 pour le lancement de la société, en sachant qu'en fait, au niveau technologique, on est en train d'avancer, évidemment, depuis un moment. Mais on a besoin de, en gros, 2 millions pour pouvoir recruter une équipe, parce qu'il faut recruter un directeur général qui pilote ce projet, qui va être différent des caméras pour le nucléaire, hein, c'est vraiment tout à fait autre chose. Et donc une société qui, elle, aura l'exclusivité d'utilisation de la technologie dans le domaine médical. Donc vous avez là, je vous ai mis en gros le timing. Vous voyez que c'est assez long, c'est ce qu'on retrouve dans tous nos projets. Ça prend du temps. Là, le prototype, pourtant, on a déjà la technologie en grande partie sous la main, hein, puisqu'il manque très peu de choses. Hein. Il manque surtout, en fait, une transmission par fibre optique entre les capteurs et puis l'ordinateur. Mais bon, ça se trouve dans le marché, hein, puisque nos amis des télécoms savent faire ça très bien. Mais on ne va pas lancer une société pour recruter un DG et une petite équipe, au moins au début, même si sur la technologie, elle va s'appuyer sur l'équipe qui existe déjà. On a besoin vous voyez, de pas mal d'argent, en sachant que une partie sera financée par de la R&D et que là, les 2 millions, là, ça fait 2,5 millions en tout. 2,5 millions, c'est un projet à 5 millions en fait derrière, parce que entre-temps, on vend. On va commencer à vendre à partir de 2026, si on peut dérouler on va commencer à vendre des protos pour la recherche au départ. Voilà. Donc vous voyez, là le projet il est à la fois très avancé au niveau technologique, puisque les briques technologiques existent, sauf pratiquement une. Il y a de l'adaptation de la technologie logicielle au cas particulier des applications médicales. L'avantage, c'est que dans les applications médicales, eh bien, on a on va s'intéresser à peu de radioisotopes, alors que dans le cadre de l'industrie nucléaire, on est obligé de s'intéresser à tout un tas de saloperies, d'isotopes très différents, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il y a un projet qui à la fois apparaît plus avancé, mais il n'a pas encore démarré. Enfin, s'il a démarré, il y a une partie de la R&D qui est déjà financée et qui avance. Mais si on ne met pas cet argent sur la table, on ne peut pas démarrer en vraie grandeur. On a déjà perdu 1 an, hein, en gros. Et si on perd encore 1 an, on perdra 1 an. Voilà. Merci Didier pour ce 3e exposé. On a d'ores et déjà une question posée à distance. Lou Birlancer, qui est très prolixe en question ce soir. Est-ce que la technologie pourrait être intégrée aux IRM? Oui, la réponse est oui, bien sûr. Alors, pas aux IRM, parce que on est en médecine nucléaire et l'IRM n'est pas utilisé c'est indépendant, l'IRM, hein, c'est de la résonance magnétique nucléaire. Ce n'est pas du domaine du nucléaire au sens des radioéléments, hein, des radioisotopes. Mais ça sera intégré au PET scan, bien sûr, ou bien au scanner. C'est-à-dire que le contrôle, on intègre l'image, ce qu'on fait d'ailleurs dans un PET scan. Un PET scan, c'est un outil de visualisation d'activité isotopique et un scanner rayon X pour bien on mélange les 2 images de sorte qu'on visualise précisément où se trouve la tumeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'avais une question. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont dans leur politique de contribuer à l'économie circulaire. Si j'ai bien compris, là, les caméras au départ, elles viennent des centrales qui sont démantelées, ou j'ai mal compris? Non, en fait, les caméras, elles sont utilisées aujourd'hui, elles sont en phase de commercialisation. Il y en a 2 types, une caméra simple et une caméra binoculaire, donc qui voit déjà un volume.
qui sont très précises et qui voient beaucoup, même de l'activité faible. On arrive à voir de l'activité au travers de murs en béton quand même, donc c'est très sensible. Bon, par contre, il faut attendre un moment parce qu'il faut quand même un minimum de photons pour pouvoir le faire. Mais cette technologie, c'est la technologie qu'on utilise. D'accord. Ok. Et les briques technologiques, hein, les briques de capteurs. Dans le capteur, il y a de la technologie au sens du brevet, mais il y a aussi de la technologie de comment les fabriquer. Du process de fabrication, là, il est secret. Ce process de fabrication, il appartient à la société et il n'est pas dans les brevets. Mais il y a un vrai savoir-faire pour pouvoir faire ces produits, ces capteurs et les calibrer après pour qu'ils donnent des résultats répétitifs. Alors, le moment est peut-être venu de poser une des questions qui est posée à distance et qui s'adresse aux 3 porteurs de projets. Et donc, à chacun de vous, il est demandé à quel moment de l'aventure entrepreneuriale vous avez respectivement su quel était le projet final visé. On voit bien que la réflexion évolue en avançant. Donc, c'est intéressant de se poser cette question-là en transversale. Je ne sais pas qui veut ouvrir le bal. Si on donne la parole à Sophie en tout premier ou bien à l'un de nos 2 porteurs de projets présents dans la salle. Alors moi, la réponse que j'aurais, c'est que on ne sait jamais. Hein. De toute façon, ça évolue toujours. Hein. On pivote, on change. Tant qu'on n'a pas un produit qui est commercialisé et qui est devenu de la routine, ce qui j'espère n'arrivera pas tout de suite quand même. Enfin, de la routine, c'est ça que je veux dire, qui n'arrivera pas tout de suite, qu'on continuera à faire de la R&D. Je pense que quand on fait une start-up, on change tout le temps, on pivote, on fait des micro-changements ou des gros changements. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis encore là. Hein. J'en suis encore à évoluer beaucoup. Et de ce que j'ai entendu dire, c'est le cas de beaucoup de startups, cette mobilité, le fait de pouvoir changer. Après, moi, ce que je garde, c'est mon objectif de long terme. Je voulais faire de l'instrumentation, je veux le faire dans le domaine biomédical et je veux faire de l'industrie. Donc ça change pas. Le reste... L'instrument, au début, je voulais mesurer la taille, en plus de mesurer les signaux fluorescents, c'était très compliqué. Au début, je voulais pas, enfin, je me suis dit, oh là là, le dispositif médical, ça va être très compliqué, cherchons autre chose, mais quand même, c'était intéressant de sauver des vies, parce que je me suis rendu compte qu'on allait vraiment sauver des vies raisonnablement rapidement. Il y avait des gens qui me disaient, oh là là, mais ma pauvre, faut pas industrialiser, faut le faire faire. Donc, on est tout le temps en train de bouger. C'est pareil pour le financement. Il y a des gens qui me disent, non, mais tu devrais lever beaucoup d'argent tout de suite, même si t'es dilué, c'est pas grave. Il y en a qui me disent, non, mais tu dois faire des petits pas, petit à petit, avec des jalons, au fur et à mesure. Tout le monde a toujours un avis. Donc, moi, j'essaie juste de garder mon objectif long terme. Et puis, le reste, ça a tendance à être assez fluctuant. Je ne sais pas si... On va donner la parole aux autres porteurs de projets. Merci, Sophie. Ouais. Tu veux que je passe? Non, dans notre cas, on avait cette idée de passer, comme les caméras maintenant, elles sont vendues, elles commencent à être vendues notamment pour le démantèlement des installations nucléaires. On s'était dit, le marché du nucléaire, c'est quand même un marché assez restreint, même si le démantèlement est grand. Et pourquoi on n'aborderait pas le marché de la santé? Et effectivement, on s'est dit, oui, mais c'est bien gentil. Et donc, on a interrogé, on a fait une étude de marché, on s'est rendu compte que on avait un peu le problème qu'on avait souligné tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens disaient, oui, mais vous êtes bien gentil, mais nous, on fait avec ce qu'on a, ça marche très bien. On a des bons modèles, finalement, on n'a pas besoin d'une machine plus sophistiquée ou moins chère, pourquoi pas. De toute façon, on s'en fiche, on l'a déjà, la machine. Donc, vous voyez, finalement, le positionnement, on a eu un problème. On s'est dit, finalement, où est le marché? Et c'est le marché qui nous a fait un peu le facteur déclenchant quand on a rencontré le leader d'opinion sur le traitement des cancers du foie par les microbilles d'Yttrium 90. Parce que lui, il nous a dit, ça, je le veux, parce que moi, avec ce que j'ai, je ne sais pas faire. Là, je comprends que je vais pouvoir le faire. Et je vais pouvoir rendre ce type de traitement beaucoup plus efficace. Et par conséquent, là, je veux. Donc, on a étudié le marché, on a fait des études de marché sur ce micro-segment qui sera le micro-segment de lancement.
Du coup, on a identifié d'autres possibilités, mais on sait très bien que les autres marchés, ils n'existent pas. Ils existeront quand la machine existera. C'est un peu ce que dit Sophie, hein. Alors, il faudra sans doute faire évoluer les machines, mais on sait que là, on sait qu'on a un marché de lancement qui, lui, il existe, il est là, et on a d'ailleurs le leader d'opinion qui le veut et qui, lui, fera des essais cliniques dès que la machine sera prête. Donc, en apparence, vous avez trouvé votre chemin, mais en apparence seulement. Voilà. Bah, le chemin, comme dit Sophie, de toute façon, il faut avancer, hein. Voilà. Tant qu'on n'a pas le proto opérationnel qui marche et que les gens disent « Ah oui, c'est super, je le veux », on avance. Mais voilà, c'est tout. On va donner la parole à Frédéric Gouze, notre troisième intervenant sur le même sujet. Alors, en fait, ce qui nous motive dans ce projet, c'est quand même l'apport sociétal, de sauver plus de vies, et finalement, on a été convaincus par les médecins qu'il y avait un truc à faire avec les assistances pulsatiles. Il y a personne qui s'en occupait, et donc on a voulu nous en occuper. Voilà. Derrière, j'ai la chance d'avoir une boîte à côté, et donc c'est passionnant, et j'ai pas besoin de gagner ma vie sur la boîte sur laquelle je développe. Donc, comme Didier, si ça met 6 mois de plus, ça met 6 mois de plus, quoi. Voilà. Donc, et plus on avance, plus on sait précisément les avantages de cette machine en termes médicaux. Parce que moi, je suis ingénieur, je suis pas médecin. Donc, plus j'avance, plus je confirme les options qui étaient imprécises dans mon esprit, avec les échanges que j'ai, avec les médecins, avec les gens qui font la techno, etc., les compléments que ces deux apportent. Donc, j'ai su assez rapidement qu'il fallait faire du pulsatile pour sauver des vies, et c'est ce qui me motivait. Et derrière, la forme que prend la machine, le marché, la façon dont on va le faire. Au début, on voulait faire une société industrielle nous-mêmes. Là, on s'aperçoit qu'il vaut mieux faire la production nous-mêmes, mais la distribution, faut pas s'en occuper. On est en train de mûrir sur, mais je dirais le fond, c'est quand même le quoi. C'est pourquoi on le fait, quoi. Voilà. C'est ça qui nous drive. Merci pour ces réponses éclairantes. Il y a un rebond. Pardon. Peut-être que au niveau de la BPI, tu vois. Mais ce que je vois, moi, un retour très naturel. Mais en fait, moi, je suis les entreprises particulièrement. Donc, je suis le référent des entreprises. Et c'est vrai que c'est assez frappant, mais en 2 mois, des entreprises peuvent changer de marché, de cœur de cible, en 1 an. Voilà, c'est vraiment des gens qui doivent tout le temps se remettre en question pour bien vérifier. C'est souvent ce que disait Sophie, il y a la finalité, il y a le projet de long terme, mais après, les petites étapes, on les voit un peu moins, mais il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup de choses et il faut prendre surtout les avis de tout le monde autour et vraiment s'adapter et pivoter le plus possible. Un exemple dans notre cas, au début, on avait pensé que le marché des vétérinaires aurait été un marché intéressant. On s'est dit, tiens, pourquoi pas. En fait, on a étudié, on a travaillé avec des vétérinaires, on est allé les interroger. Il n'y a pas de marché chez le vétérinaire. C'est complètement marginal, alors qu'il y a un vrai marché dans la santé humaine. Donc, il faut faire de la santé humaine. Le marché de la santé humaine, c'est en milliards de dollars par an, avec une croissance de 5-6% par an. Donc, il n'y a pas de souci. Et l'alpha-thérapie, c'est quelque chose qui se développe très fort en ce moment. Alors, il y a justement un rebond pour Didier spécifiquement. Je suis un petit peu une question de notre ami Bertrand du Vivier à distance. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait guère de conséquences à mettre l'argent sur la table maintenant ou plus tard. La vitesse n'est-elle pas critique pour un projet techno-innovant, au risque qu'un concurrent avance plus vite sinon, ou encore dans ce domaine que les malades soient soignés plus tard? Alors, c'est une très très bonne question, parce qu'effectivement, le temps, là, on a perdu déjà 1 an. Hein, donc, ceci étant dit, on a progressé, on a avancé, on avance sur la technologie, mais on avance à la française, hein, c'est-à-dire avec peu de moyens. On a sous la main. Alors, les Français sont assez géniaux pour ça, c'est qu'on arrive à faire des choses phénoménales avec très peu de moyens. Mais ça n'est pas une bonne solution pour développer des projets industriels. Alors, pour répondre à la question, oui, on risque de perdre 1 an. Alors, est-ce qu'un concurrent risque d'arriver? C'est difficile parce qu'il y a quand même les brevets. La propriété intellectuelle, elle est brevetée.
et elle repose sur une technologie de rupture. Et cette technologie de rupture, elle est brevetée. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Par contre, effectivement, plus on perd de temps, plus la validité des brevets va se diluer progressivement. Hein. Donc, c'est un problème. C'est un problème de fond. Et vous avez raison, il faut mieux aller vite. Il vaut mieux mettre l'argent sur la table parce qu'on va vite. À ce moment-là, on peut recruter les bonnes personnes pour aller vite. Là, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a et on n'a pas tout à fait les bonnes personnes pour aller vite. Donc, on va lentement. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y, Sophie. Alors, donc, moi, je viens du même domaine de l'instrumentation. Et donc, quand on fait de l'instrumentation, on équipe les autres. Donc, on n'est pas tant que ça sensible au marché, mais à sa dérivée, on va dire, à sa croissance. Donc, en ce qui me concerne, aller vite est hyper important. Donc, comme je l'ai dit, il y a 1 an, j'avais une salle de manip vide. J'ai embauché 2 ingénieurs avec donc le financement de la région Nouvelle-Aquitaine. Là, j'ai dit que je faisais une petite levée de fonds, mais moi, j'ai l'intention d'aller le plus vite possible. Hein. Ça fait partie de mes critères à aller vite. Parce que les gens qui sont derrière, comme nos concurrents potentiels, même si aujourd'hui personne n'arrive à faire ce qu'on fait et qu'on vient de déposer des brevets, on est quand même face à des gens comme BD Science ou des gens comme ça, qui sont des boîtes d'instrumentation ou de diagnostic américains qui font des chiffres d'affaires qui se comptent en milliards de dollars annuels. Donc, on a des gros face à nous qui d'ailleurs essayent déjà de me contacter. Donc, parce qu'il y a eu des rapporteurs d'affaires qui ont commencé à parler de ce qu'on fait. Donc, ils sont là à gratter à la porte. Donc, moi, je veux vraiment aller vite pour pas me faire bouffer toute crue, quoi. Et donc, là, je démarre ce premier tour de table petit, mais l'idée, c'est d'avoir un proto un peu plus élaboré, on va dire, très rapidement pour pouvoir après faire une grosse levée. Voilà, parce que vraiment, l'instrumentation, c'est un domaine particulier, hein, puisque équiper les autres, si cette activité autour des exosomes, elle naît, bah, premier arrivé, premier servi, hein. Donc, Merci Sophie. On a encore une question posée à distance. C'est la toute première question posée. Elle s'adresse spécifiquement à Victor Perrin-Turenne de BPI. Qu'en est-il du financement de projets issus de recherches réalisées dans des laboratoires à l'étranger et portés par des chercheurs souhaitant rentrer en France pour y valoriser leurs travaux? Une affiliation à un laboratoire de recherche français est-elle un critère indispensable? Alors, je vais répondre peut-être. Ça va dépendre du projet. On est totalement, bien sûr, ouvert aux technologies développées à l'étranger. On prend un chercheur français qui a fait ses recherches dans un laboratoire aux États-Unis, en Europe, voilà, et qui revient en France pour lancer son entreprise. Il n'y a aucun problème. Il va avoir des aspects de propriété intellectuelle, de savoir d'où vient la technologie, quel lien avec cet ancien laboratoire, comment elle est protégée. Voilà, c'est des cas particuliers, mais non, il n'y a pas vraiment de souci. Il n'y a pas du tout un prérequis d'avoir un lien avec un laboratoire qui soit forcément une entité publique ou privée, laboratoire ou autre, qui soit française. Par contre, il faut que la création de la structure soit sur le territoire français pour qu'il y ait un accompagnement. Quelque part, l'idée, c'est quand même de développer de l'emploi et de la richesse. Exactement, sur le territoire. On imagine. Ouais. C'est ça le critère déterminant. Et le passeport du porteur de projet n'est pas une question? Non, on a des porteurs de projets qui peuvent être étrangers, travailler avec sur des thématiques, créer leur boîte en France. Après, là, on va être très regardant sur ces thématiques particulières, qu'il y ait vraiment une visibilité et pas de monter le projet dans 1 an, après ensuite partir à l'étranger pour X ou Y raison, mais c'est vraiment avoir un développement long terme sur les territoires français. Et non, il n'y a aucun souci. Ouais. Merci. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou à distance, mais j'ai l'impression que nous avons fait le tour pour autant que nous le pouvions. Didier, si tu veux prendre la parole. J'espère que vous avez vu ce qu'était la deep tech industrielle par rapport à la deep tech purement numérique. Dans tous nos projets, vous avez compris qu'il y a de l'intelligence au sens logiciel qui peut être très importante. Dans le cas de Frédéric, on voit que le pilotage de l'automate et la synchronisation en temps réel, c'est quand même pas simple. Dans le cadre d'Amavant Imaging, la société dont je vous ai parlé, c'est
des maths très costauds qui sont développés dans un labo de l'UTT, l'Université technologique de Troyes. Il y a en plus du pilotage d'électronique temps réel ou picoseconde, c'est quand même assez lourd. Donc, finalement, il y a du logiciel. Derrière toutes ces machines, il y a toujours du logiciel et du logiciel qui peut être très sophistiqué. Sophie nous parlait quand même de tri à 200 picosecondes. C'est pas trivial à faire. Ça demande de l'électronique et du pilotage logiciel d'électronique Critique. qui est quand même assez critique. Voilà. Et dans le domaine critique, pour nous, ça change tout, quoi. C'est pas les mêmes personnes, hein, c'est pas les mêmes personnes. Exactement. Donc, mais par contre, vous avez compris que ce sont des projets qui sont lourds, qui demandent du temps, où la phase de prototypage est très importante. Et quand on arrive au prototype, en général, si le prototype marche très bien, on sait ce que ça donne, le marché, on le voit, et du coup, ça se revend très bien. Voilà, mais il faut arriver à ce niveau-là. Il y a des fois un peu un gap, un trou. C'est pour ça que on a la présence de Victor qui nous avait bien éclairé sur ce sujet. Il y a un peu un trou entre le financement de la R&D, qui se finance bien en France, et le développement industriel, commercial, qui se finance bien aussi par notamment des fonds d'investissement spécialisés. Il y en a en France, il y en a de très bons et il n'y a pas tellement de soucis. Mais entre les deux, vous voyez, pour arriver à cette phase de prototypage, de prototype fonctionnel, c'est pas simple. Voilà. Mais il y a des choses qui sont dans les pipes et qui sont en train d'être créées. Il y a notamment une initiative de l'AX, de la fondation de l'AX, de Polytechnique, qui a créé un fonds qui essaye justement d'aborder ce segment. Et ils ne sont pas les seuls, je crois qu'HEC a fait pareil. Peut-être aussi les CADSAR. Ce sont des choses récentes, parce que l'initiative de l'école polytechnique, c'est très récent. C'est moins d'un mois. Voilà, moins d'un mois. Voilà. Vous voyez, moins d'un mois. C'était dans les pipes il y a un an, en gros, mais c'est moins d'un mois, c'est très récent. Il y a 35 millions à investir. Donc, vous voyez, ce maillon faible qu'on a dans le système français, il commence à être abordé, et ça, c'est une très bonne chose. Grâce en partie, d'ailleurs, au travail remarquable fait par BPI France. Très bien, merci Didier. Donc moi, il me revient d'abord de clore cette soirée en remerciant nos trois intervenants. Merci Sophie, merci Frédéric, merci Victor pour vos prises de parole. Ils nous ont bien éclairé sur, je dirais, un domaine d'excellence français, des projets bien charpentés sur le plan scientifique. Et grâce à vous, on a découvert que quand on met un pied devant l'autre, qu'on sait phaser ce projet, lui déterminer des étapes, on arrive à trouver les moyens de le faire, se donner le temps qu'il faut, pas trop. J'ai bien compris que la notion du rythme était nécessaire. Donc un grand merci d'avoir pris part à cette soirée et de nous avoir éclairés. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont suivis à distance et sur place. Merci à vous. Je rappelle que tous ceux qui viennent sur place, ils ont un petit avantage par rapport à ceux qui sont à distance, c'est qu'on peut partager un petit verre après et continuer à échanger. Donc venez en présentiel la prochaine fois lors de nos prochaines soirées. C'était quand même la dernière de nos soirées de l'année scolaire. Et donc, je vous donne rendez-vous, outre notre assemblée générale du 19 juin, je vous donne rendez-vous à notre prochaine soirée de rentrée. L'année scolaire prochaine, nous vous reproposerons 2 soirées consacrées à la création d'entreprise, 2 soirées consacrées à la reprise d'entreprise et 2 soirées consacrées à la gestion et de l'entreprise et l'accompagnement du chef d'entreprise. Donc, 6 soirées thématiques. Et puis, nous pouvons vous proposer toutes les soirées de toutes les grandes écoles, membres de grandes écoles entrepreneurs. Donc là, vous pouvez en faire 2 ou 3 par semaine pendant toute l'année scolaire. Donc rejoignez-nous, soyez les bienvenus. Et d'ici là, bonne continuation à tous. Frédéric. Alors j'ai